Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro du Club de la Presse. Ce soir, le prix du kilogramme de cacao fixé à 1500 francs CFA nous intéresse. Nous parlerons aussi de la fête de la renaissance du PPACI ce week-end à Agboville. Et on termine au Togo avec la réforme de la Constitution en cours à l'Assemblée nationale. Et pour en parler, nous recevons avec beaucoup de plaisir Ambroise Tiettier, bonsoir. Bonsoir, docteur Koulou. Et bonsoir, Bamba Sidiki, maître de conférence à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Bonsoir, docteur Koulibaly. Et bienvenue. Lansine Bakayoko est avec nous ce soir. Bonsoir, Lansine. Bonsoir, Kolo. Et nous terminons avec Beta Michel, fondateur du quotidien Le Bélier. Bonsoir, Beta. Bonsoir, docteur Kolo. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue dans le Club de la Presse. Le prix de kilogramme de cacao est connu, c'est 1500 francs CFA, en hausse de 500 par rapport à la campagne dernière. On en parle avec David Soyo et on se retrouve juste après. 1500 francs le kilogramme, soit 64% du prix CAF de réalisation. 1500 francs, c'est le nouveau tarif du kilogramme de cacao pour la campagne intermédiaire d'avril à septembre 2024. Le prix borchon du kilogramme connaît ainsi une augmentation de 50% comparativement à la campagne précédente. Un prix qualifié de record par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, Kobenankwasi Adjoumani. Sur le terrain, le nouveau tarif est diversement apprécié par les producteurs. Certains s'en réjouissent, d'autres espéraient plus en raison de l'envolée des cours à la bourse de New York. Avis partagé par l'opposition, principalement le PDCI-RDA. Le parti du président Tidiane Thiam plaide pour une revalorisation du prix plancher à 2500 francs CFA et une révision de la politique de commercialisation des produits agricoles ivoiriens. Une demande qui cadre avec les revendications de plusieurs syndicats du monde café-cacao. Le 27 mars dernier, ils ont suspendu un préavis de grève après plusieurs promesses du gouvernement. Alors, messieurs, je commence par ma droite avec vous, docteur Bamba Sidiki. Quel commentaire justement sur ce prix? Évidemment, on l'a dit, en hausse de 500 francs CFA par rapport à la campagne dernière. Tout le monde constate que c'est un prix record. La toute première fois en Côte d'Ivoire, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'observation que nous faisons tous. Donc c'est bon pour nos frères, amis et parents paysans que le prix du cacao soit à ce niveau-là. Voilà. Mais je pense qu'en réalité, pour tout ce que nous entendons par rapport à des prix ailleurs, il semble que ce prix soit bas. Mais en réalité, ça répond au processus de vente de la Côte d'Ivoire, le système qui a été mis en place depuis, je considère, depuis Félix Houphouët-Boigny, en tout cas pour ma connaissance, qui n'a pas véritablement changé. À ce niveau-là, peut-être les experts sont mieux placés que moi pour en dire un peu plus. Pour ma part, c'est une très très bonne chose et je souhaite qu'au niveau international, il y a encore ces flambées de prix-là pour que nos paysans enfin puissent bénéficier de l'usufruit de leur récolte. Voilà ce que j'ai pu en dire. Il y a eu plusieurs types de ventes, évidemment, certainement que les autres vont en parler. Beta Michel? Bon, moi je constate, comme le professeur l'a dit, une augmentation, mais qui n'est pas certainement celle attendue, non seulement par les planteurs eux-mêmes, et aussi par certains organismes, je veux dire, politiques qui avaient souhaité que, notamment le PDCI, qui avait souhaité que le prix soit porté à 2500 francs. Mais quand on regarde les coûts mondiaux d'aujourd'hui du cacao, où le kilogramme presque à près de 6 000 francs au plan international, je crois qu'on aurait pu faire des efforts encore plus. Parce que quand tu regardes les prix, parce que le schéma de prix, de fixation du prix du cacao est fait ainsi. C'est-à-dire qu'il y a un prix qu'on appelle le prix CAF, qui est le prix auquel l'exportateur va livrer la marchandise à son client. Aujourd'hui, nous sommes à près de 2300 et quelques. 2300 par là. Donc ce prix CAF là, quand il est à 2300, mais on se dit, mais les 2700 qui sont dessus là, qui les prend? C'est ça la question. C'est-à-dire que si vous arrivez à un prix CAF de 2300 et un prix borchon de 1500, c'est-à-dire qu'il y a, sur le plan international, il y a un prix
il y a un surplus qui est là et on se demande qui les prend. C'est l'exportateur. Mais qui sont les exportateurs? On leur donne beaucoup, on donne très peu aux planteurs. Et bon, l'État, je ne veux pas dire, l'État n'est pas là pour faire des bénéfices, on ne peut pas tout. Mais je pense que quand les uns et les autres estiment qu'il fallait aller un peu plus loin, je crois que c'est de bonne guerre. Parce qu'aujourd'hui, le prix au plan international donne à espérer et on aurait pensé, on aurait pu croire que l'État aurait fait encore plus d'efforts pour donner aux planteurs plus de rémunération. Mais quand le professeur parlait, il a dit c'est un prix record. Mais le prix record, là, ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est au plan international. Parce que depuis toujours, le cacao n'a pas atteint ces records-là de 6 000 francs, hein, presque le kilo. Donc le prix record, c'est au plan mondial. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. Mais la Côte d'Ivoire, les planteurs ivoiriens auraient pu bénéficier suffisamment de ce prix record-là et on en serait tous satisfaits. Mais ils ont invoqué la question de la vente à terme. Ce n'est pas toute la production qui est vendue à terme, il faut le dire aussi. Parce qu'il y a près de 70% de la production qui est vendue à terme, mais il y a 30% qui sont vendus cash. Sur ces mécanismes, on pourrait surfer. Moi, je dis, il y a des efforts à faire. Les planteurs ont promis faire une grève, ils ne l'ont pas fait. Ils ont reporté dans le sens que... Voilà, ils n'ont pas encore levé, ils ont dit d'ici le 12. On attend leur réaction pour voir un peu ce que ce prix-là, cette petite augmentation, parce qu'il faut le dire, aurait pu leur apporter. Ambroise Tiettié. Je pense qu'il ne faut pas faire la fine bouche. C'est 1500, c'est de mémoire d'ivoirien, c'est la première fois que le prix du kilo de cacao atteint ce niveau-là. Mais on le dit, c'est au plan international. Mais moi, je parle pour la Côte d'Ivoire. Pour la Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'on atteint ce prix-là, 1500. Donc, il faut s'en réjouir. Il ne faut pas faire la fine bouche, comme je l'ai dit. Moi, je pense qu'il ne faut pas politiser tout. Parce que là, quand le PDCI parle de 2500, je sens qu'ils veulent politiser la chose. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le planteur qui vendait son cacao à 1000 francs, on fait une augmentation de 50%. Mais il va se réjouir. Et c'est légitime. Donc moi, je ne tiens pas compte. On dit qu'il ne faut pas regarder dans l'assiette du voisin. Il faut regarder dans ta propre assiette ce que tu as dedans. S'il y a une augmentation, il faut t'en réjouir. Il ne faut pas dire, mais le voisin et le voisin. Moi, je pense que ce n'est pas cohérent. Il y a un manque de cohérence de la part de ceux qui trouvent que 1500, ce n'est pas assez. Parce que pour le planteur, c'est assez. C'est assez. De 1000 francs. Non, mais de 1000 francs, on passe à 1500 déjà. Une augmentation de 50%. Moi, je crois que c'est notable. C'est un fait qu'il faut saluer. Et puis maintenant, si on veut rentrer dans d'autres considérations, on peut le faire, mais déjà, il faut noter qu'il y a une augmentation. Ou bien il n'y a pas eu d'augmentation. À ce niveau-là, il y a une augmentation. Donc il faut s'en réjouir. Bon. Il faut s'en réjouir. Déjà, il faut s'en réjouir. Moi, je trouve que de manière absolue, il y a une augmentation en Côte d'Ivoire du prix du kilo du cacao. Donc, le producteur devait raisonnablement se réjouir. Maintenant, pour le reste, c'est le débat. Mais moi, je crois que le factuel, c'est qu'il y a une augmentation de 50%. Ce n'est pas négligeable. Et voilà. Lansini Bakayoko. Moi, je pense que tout ce débat, en fait, il y a un débat politicien qui est sous-jacent. Mais moi, je ne fais pas de la politique, donc je ne rentre pas dans ces considérations. Moi, je vais être factuel, c'est-à-dire scientifique. Vous savez, le système que la Côte d'Ivoire a choisi, c'est le système de la vente à terme, c'est-à-dire la vente par anticipation. Cela veut dire que la Côte d'Ivoire a déjà vendu son cacao il y a 6 mois, 12 mois à l'avance. Donc, la volatilité des cours qui se passent aujourd'hui et qui sont favorables vers une augmentation sont un fait. Mais il se trouve que la production ivoirienne a été déjà vendue. Et vous savez que ce milieu-là, c'est un milieu extrêmement aléatoire. Aujourd'hui, on parle de 10 000 $ la tonne, mais dans un mois, dans 2 semaines, ça peut péricliter, ça peut chuter pour venir à 5 000 francs la tonne. Or, la Côte d'Ivoire, le cacao est un produit stratégique pour la Côte d'Ivoire. Les pays avec lesquels on fait des comparaisons, ce sont des produits exotiques, on va dire des produits marginaux, notamment au Cameroun qui fait à peu près 260 000 tonnes. Pour la Côte d'Ivoire, c'est à peu près 2 millions 200 000 tonnes. Donc vous voyez qu'à peu près 10 fois la production du Cameroun. Donc la Côte d'Ivoire ne peut pas prendre le risque de plaisanter avec ce produit-là qui constitue l'essentiel de son économie. Et aujourd'hui, au regard du contexte mondial, on peut dire que la Côte d'Ivoire a fait des efforts. D'autant qu'elle a déjà vendu l'ensemble de ses productions. Et donc aujourd'hui, en
amenant le prix à 1500 francs, elle a grappillé sur ses propres marges qui rentrent dans la programmation budgétaire qu'elle a faite, que l'État de Côte d'Ivoire a faite aux paysans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la part que la Côte d'Ivoire, en tant qu'État, tire des revenus du pétrole, ont été relativement du cacao ont été relativement aménagés. Donc, quand j'ai dit ça, je peux dire que l'effort n'est pas négligeable. Parce que c'est comme si la Côte d'Ivoire a essayé de faire des efforts pour une production qu'elle a déjà vendue, comme je l'ai annoncé. Donc, nous ne sommes pas dans un système de libéralisation, parce que ceux qui disent aujourd'hui que le prix doit augmenter à 3 000, 5 000, 6 000 ou que sais-je encore, et ils parlent d'un système libéralisé, mais ce système aussi a ses risques énormes. Quel paysan comprendrait que son produit a été payé à 5 000 francs en 2023 et que l'année prochaine, on lui dise, au regard de la baisse des coûts sur le marché international, que ce cacao va être acheté à 1 000 francs. Vous voyez, donc aujourd'hui, l'État fait de la stabilisation, c'est-à-dire que si demain les coûts baissent, l'État va puiser dans les ressources qui ont été collectées dans le cadre de la stabilisation pour faire une sorte de subvention et maintenir le revenu des paysans à un niveau acceptable. À mon avis, il est plus facile de vivre avec le même revenu que de vivre aujourd'hui avec 10 fois plus et l'année prochaine être obligé de descendre à 10 fois moins. Je pense que ce n'est pas logique. Et quand j'ai fini de dire ça, je termine en disant que des efforts ont été faits. Peut-être que d'autres efforts pourraient être faits à la prochaine campagne, c'est-à-dire en octobre, la grande campagne qui va s'ouvrir. Si le marché reste ce qu'il est, la Côte d'Ivoire pourra augmenter. Mais j'en doute, parce que la Côte d'Ivoire, si aujourd'hui le produit est devenu rare, c'est parce que la production ivoirienne est en baisse en raison des questions pluviométriques, des questions climatiques et en raison des problèmes de maladie où la production ivoirienne aujourd'hui est en baisse de 23%. Ce qui fait que la Côte d'Ivoire, la baisse de la production en Côte d'Ivoire impacte l'ensemble du marché et donc chaque fois que la Côte d'Ivoire aura un problème positif ou négatif, le marché va être automatiquement impacté. Donc si l'année prochaine, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de question de pluviométrie, les prix vont rebattre, le cacao, le volume produit va remonter et donc les prix vont être obligés nécessairement, fatalement, de baisser. Et donc on sera dans une situation un peu plus dramatique si aujourd'hui on essaie d'envoyer les prix à 5 000 francs et l'année prochaine être obligé de ramener ces mêmes prix à 1 000 francs, voire à 1 500 francs. Ça, ce n'est pas logique. Beta Michel. Oui, il a dit comme ça que toute la production ivoirienne était vendue à terme, ce qui n'est pas vrai. Non, 80%. Voilà, la production est vendue à terme. Mais il y a 20%. 80% sont vendus à terme. Il y a 20 qui restent. 20%. Mais voilà. 20% représente quoi? Non, c'est 80%. Non, s'il te plaît. Je voulais dire par là que si l'État peut, au regard de de la flambée constatée au plan mondial, aider sur une partie de la production, ces planteurs-là, c'est toujours bien bénéfique. Moi, je dis souvent, on a l'impression que des personnes sont condamnées à vivre dans les difficultés. Non, mais c'est pour ça que c'est passé à 1 500 francs. Tu me laisses finir. L'enseignant va terminer. Et voilà, je laisse finir. Je dis que si les efforts... Aujourd'hui, nous sommes d'habitude à combien? À 3 000 francs. On arrive à 900 francs. Donc, ils étaient à 3 000, on arrive à 900 francs pour le planteur Boschan. Aujourd'hui, on arrive à 6 000. Voyez-vous, on arrive à 6 000 francs au plan mondial, on peut aller à 2 500. Ces calculs-là, les uns les autres font, et puis ils estiment que... Ce n'est pas comme ça. Non, quand tu dis ce n'est pas comme ça, c'est pas comme ça. On va l'expliquer simplement. On va l'expliquer simplement. Vous savez, le prix que l'État a décidé d'offrir aux planteurs, c'est 60% du prix CAF. Le prix CAF est à 2300 aujourd'hui. Mais la marge, moi c'est ce que je dis, j'ai dit la marge bénéficiaire de 3 000 là, ça va dans la poche de qui? C'est ça la question. Moi je fais mes petites enquêtes, mais on ne va pas nommer les gens. Mais je crois qu'il y a une situation autour du cacao qui laisse penser qu'il y a une partie qui n'est pas productrice, qui engrange suffisamment de fonds, là où les producteurs, même les vrais souffres-douleurs, n'engrangent que des miettes. C'est ça la question. Et quand d'autres pensent qu'aujourd'hui, il y a une embellie sur les prix mondiaux, il faut aider les planteurs,
on pense que c'est politique. Moi, je pense qu'il ne faut pas voir la politique partout. Nous sommes tous acteurs de notre société. Et notre souci, c'est d'aider les populations. Ce n'est pas de nous-mêmes nous empiffrer, c'est d'aider les populations. Et je pense que quand d'autres le disent, c'est pour pouvoir aider ces nombreux producteurs-là. Juste à côté de vous, Beta, Dr Bamba. Oui, je voudrais dire à Michel Beta que on ne peut pas soustraire la politique du cacao en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas politicien. Non, je dis ce n'est pas une politique politicienne. La politique fait partie intégrante du cacao en Côte d'Ivoire, dans la mesure où ce produit est un produit phare de notre économie. Aucune économie en Côte d'Ivoire ne s'est faite depuis 1960 à aujourd'hui, même bien avant, sans tenir compte d'une politique qui est mise en place. Bakayoko l'a dit tout à l'heure, il y a un choix de la Côte d'Ivoire dans son processus de vente. C'est un choix économique. Ailleurs, c'est le libéralisme pour le libéralisme. En Côte d'Ivoire, il y a un choix qui a été fait, il y a la caisse de stabilisation et il y a bien d'autres choses. Donc je pense que... Le conseil café. Oui, conseil café-cacao par rapport à l'évolution du pays, des choses ont changé. Mais à vrai dire, la polémique qui naît autour du prix a augmenté ou n'a pas augmenté, je crois qu'il y a la vision de l'homme qui gouverne la Côte d'Ivoire pour le moment, et puis il y a la vision de celui qui veut venir au pouvoir. Il y a l'opposition qui est dans son rôle, en train de demander ce qu'il faut demander, mais il y a en même temps ceux qui ont les caisses de l'État et l'avenir immédiat de la Côte d'Ivoire, qui aussi sont en train de voir ce qu'il faut faire. Donc moi je pense que, en tout cas pour l'heure, pour ce qui nous donne à voir, c'est que cette bataille des prix-là, c'est une bataille purement politicienne. C'est à voir que, quoi qu'on fasse, si les rôles étaient changés, c'est que les prix qui sont demandés actuellement pour les paysans puissent être vraiment la panacée. On a connu le système de la libéralisation, où le cacao était vendu à 250. On a même vu des planteurs brûler leur cacao. Donc ça veut dire que le système que la Côte d'Ivoire a choisi, et c'est pourquoi elle a choisi ce système, et aujourd'hui on voit que les gens s'en sortent un peu mieux que par rapport par le passé. Donc je crois que le prix qui a été majoré jusqu'à 1500 francs, il faut plutôt, je le répète, il faut s'en réjouir. Il ne faut pas faire de la politique politicienne, dire qu'on aurait pu faire plus. À ce jeu-là, on peut monter jusqu'à... Pourquoi ne pas leur vendre ça à 5 000 francs, 6 000 francs? Ça se vend ailleurs à 5 000. Oui, mais en même temps, comme l'a relevé Bakayoko a raison, et demain, quand ça va chuter à 1 000 francs, à 1 500, c'est là les gens vont dire qu'on les a grugés maintenant. C'est là les gens vont dire qu'on les a grugés. Non, moi je crois que c'est une politique de réalisme. Beta avait déjà... C'est du réalisme. Beta, s'il vous plaît. C'est du réalisme. Ce que la Côte d'Ivoire fait, l'État de Côte d'Ivoire fait, c'est du réalisme, de mon point de vue. Vous savez... C'est du réalisme. Tient compte de demain. Beta, s'il vous plaît, l'enseigner. Oui. Okay. Comme je l'ai dit, vous savez, le marché du cacao, ça ne fonctionne pas... Ce n'est pas de cette science, ce n'est pas une science ésotérique, c'est une science technique. Donc je pense qu'il ne faut pas faire du populisme en mobilisant les paysans contre les élites gouvernantes. Ça, ce n'est pas bon. Pour le cacao, on peut faire moins de politique. Vous savez, on a fait le choix de la stabilisation. Et ça a ses avantages. D'autres ont fait le choix, on a d'ailleurs expérimenté même la libéralisation. Vous avez vu qu'entre 2000 et 2010, on était dans un système de libéralisation. Mais il y avait près de 40 personnes qui sont allées en prison pour avoir grugé les paysans. Tu es témoin, je suis témoin également. Et donc, je veux dire, ce système-là a vécu. Et tu as vu qu'à cette époque, il y a même le cacao qui était vendu, Tétié l'a dit, à 200 francs, à 300 francs, c'est-à-dire près du quart des prix qui auraient pu être payés. C'est-à-dire que les paysans étaient livrés, étaient à la merci des pisteurs, des acheteurs qui faisaient ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, l'État essaie de réguler, de régenter même le système de vente pour protéger les paysans. Parce que si on laisse les paysans à la merci du marché, les paysans n'ont pas les moyens de faire face. Et si vous remarquez, la Côte d'Ivoire et le Ghana, contrairement à ce que beaucoup d'hommes ont... j'ai entendu des choses hier, le cacao était vendu à 950 francs au Ghana, pendant que c'était vendu à 1000 francs en Côte d'Ivoire. Et le Ghana vient de monter son prix à 1500 francs, au même niveau que la Côte d'Ivoire, pas parce que le Ghana veut faire preuve de philanthropie ou de magnanimité vis-à-vis de ses producteurs, mais parce que le Ghana craint que le cacao du Ghana soit transporté, franchisse les frontières pour la Côte d'Ivoire, puisque c'est vendu à 1500 francs. Donc vous voyez, le Ghana aujourd'hui est aussi dans la même posture. Vous savez que nos deux pays font à peu près 60% de la production. Donc comme je l'ai dit, il y a un système qui a été créé qu'on appelle l'initiative café-cacao, et tous ceux qui se retrouvent dedans, qui sont les plus grands producteurs, sont en situation de stabilisation.
comme le Ghana. Mais vous voyez que le Cameroun ne le fait pas parce que, comme je l'ai dit, là-bas, c'est un produit exotique. C'est un produit qui n'a aucun impact sur son économie et ils font de la vente groupée qui échappe disons, la vente groupée veut dire que les pisteurs sont sortis du système, qui sont des intermédiaires. Mais là, le cacao ivoirien a vocation à irriguer l'ensemble de l'économie. Et donc, les intermédiaires aussi ont leur rôle, même si je suis d'accord qu'on peut, à un moment donné, réduire les marges des uns et des autres. Beta? Oui, moi je crois qu'ils sont en train de vanter un système qui a montré ses limites à la stabilisation. Je vous parie que quand ça va baisser, on ne pourra même plus stabiliser. La preuve en est, la caisse stable en son temps a été dissoute, alors qu'elle était la caisse de stabilisation. Pour vous dire que la stabilisation, les institutions internationales ont montré qu'en tentant de stabiliser, le jour que les prix chutent, vous serez obligé de laisser chuter les prix à votre niveau. Donc la stabilisation a montré ses limites. Donc, non, on fait de la subvention. Quand les prix baissent, puisqu'il y a de l'argent qui est collecté, oui, c'est ça, l'argent qui est collecté, la Banque mondiale de stabilisation. Donc quand ça ne va pas, on prend cet argent pour compenser la perte. Lansine, il va terminer. Vous savez qu'en son temps, cette stabilisation-là, la Banque mondiale a mis fin à cela. C'est pourquoi nous sommes allés à une libéralisation. Parce que les gens prétendent garder des fonds au cas où il y a une chute, ils vont financer. Mais quand ça baisse plus qu'ils s'attendent, ils sont obligés de lâcher tout. Et on a vu, à un moment, les planteurs, même sous Oufou, on a vu que les planteurs ont brûlé leurs produits parce que les prix avaient drastiquement chuté. Donc, je ne crois pas qu'aujourd'hui, on puisse vanter un système qui a montré ses limites et prétendre que c'est sur ce qu'on espère aider les planteurs. C'est parce qu'aujourd'hui, les prix sont beaux, les prix sont élevés, qu'on tient. Mais dès que ça ne tiendra pas, vous verrez qu'on sera sur ce plateau certainement pour leur dire, voilà, la stabilisation dont vous parliez. On a essayé finalement les deux schémas. Voilà. On a essayé les deux schémas. Les prix sont beaux. Je t'ai dit d'établir forcément une corrélation entre ce qui se passe sur le marché mondial et ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez, ça dit le Cameroun, les pays dont on chante les louanges aujourd'hui pour leur système, bénéficient du désagrégement de la production ivoirienne. Je vous l'ai dit, la Côte d'Ivoire a baissé de 23% en raison des problèmes climatiques et des problèmes de maladies liées au cacao. Ça veut dire que si la production ivoirienne qui régente, qui régule, qui régente les cours mondiaux, nécessairement, ça ne peut pas se passer comme n'importe quel produit. Vous voyez, la Côte d'Ivoire fait 2 200 000 tonnes. Les autres sont des producteurs de seconde zone. Et donc, forcément, ce qui se passe en Côte d'Ivoire va impacter. C'est parce qu'aujourd'hui, notre production est en baisse que les prix ont flambé de cette manière. Donc, même si tout se passe bien, donc la Côte d'Ivoire doit faire très attention. C'est un produit stratégique. Et donc, ne pas se permettre de donner des prix. Un prix, je suis d'accord que les paysans doivent bien vivre. Mais ça sert à quoi de les faire miroiter un prix aujourd'hui et en raison de la volatilité des cours, pour que c'est pour la chute demain, périclite demain, pour que le niveau de vie des paysans baisse. Par ailleurs, tu sais que dans la loi dans la programmation budgétaire en Côte d'Ivoire, le cacao a une part importante. Aujourd'hui, il y a une bonne prévisibilité des paysans par rapport à leurs revenus, puisque le prix est stable, ils peuvent faire de la prévision. Je produis 100 tonnes de cacao, je sais que j'aurai 1000 francs, ils peuvent faire de la prévision. Mais si demain, on va en un système libéralisé, mais si il prévoit d'avoir 100 000 francs à la fin de la campagne et qu'en raison de la libéralisation, il est obligé de se contenter de 50 000 francs, vous voyez que ça va dégrader la vie des paysans. Dans tous les cas, chaque système a son avantage. La stabilisation a son avantage. Ça permet à la Côte d'Ivoire d'avoir de l'argent à côté et de subventionner au cas où les prix baissent. La libéralisation aussi a son avantage. Mais j'ai vu un paysan qui proposait un système hybride, peut-être faire un système médian. Mais ça mérite une réflexion. Ça ne peut pas rester un débat de littérature. Ouais. D'accord, alors messieurs, je pense qu'on va s'arrêter là sur le sujet du cacao et parler maintenant de politique. Le PPACI a déjà 2025 dans son viseur. Son président l'a réaffirmé ce week-end à Agboville lors de la fête de la Renaissance qui a mobilisé des milliers de militants. On en parle avec Davis Soyou. Militants et sympathisants du PPACI ont pris d'assaut la place Henri Konan Bédié de la capitale de la Niébi-Tiassa. Pour cette deuxième édition de la fête de la Renaissance, ils ont effectué nombreux le déplacement pour témoigner leur attachement à l'ex-chef de l'État, Laurent Gbagbo. Une mobilisation symbolisée par la présence de 151 chefs de village de la région et une foule acquise à sa cause. Laurent Gbagbo a confirmé sa candidature pour la présidentielle d'octobre 2025.
Il a par la suite passé en revue l'actualité du pays en dénonçant la cherté de la vie et le prix du kilogramme du cacao. Concernant son inéligibilité suite à sa condamnation à 20 ans de prison pour le braquage de la BCEAO, Laurent Gbagbo déclare détenir des preuves de son innocence. Preuves documentées qu'il entend publier les prochains jours pour dire sa part de vérité. L'ancien président de la République a aussi appelé à voter des lois pour protéger davantage les femmes et les donner du travail. Selon les observateurs, ce rassemblement a servi de prétexte pour une démonstration de force du PPACI à 18 mois des élections présidentielles d'octobre 2025. Ambroise Tietie, un décryptage sur cette fête de la Renaissance et surtout sur le discours du président du PPACI. Le discours, pour ce que je n'ai pas entendu tout le discours, mais j'en ai eu des bribes. Pour ce que je sais, c'est que bon, il n'a pas satisfait beaucoup de personnes. On est plutôt dans la déception, on peut le dire, parce qu'il se projette déjà comme un candidat. Et comme un candidat, on attend beaucoup d'un candidat à la présidence. Et lui, dans son cas, on voit qu'il est encore il parle encore de sa petite femme, de ce qui s'est passé à la CPI. Est-ce que tu as entendu en 2 heures, là? Oui, mais non, mais en 2 heures, j'ai entendu ça aussi. Okay, d'accord. Voilà, j'ai entendu ça aussi. Donc, moi, je suis un peu déçu. Moi, je parle pour moi. Je suis un peu déçu. J'entendais un peu plus de la part de M. Laurent Gbagbo. Comme quoi? Qu'est-ce que vous attendiez? Non, j'attendais quand même qu'il parle de la Côte d'Ivoire vraiment en long et en large, qu'il parle des problèmes du pays, qu'il parle moins de ce qu'il a vécu à la CPI. Je crois que ce soit important pour lui, mais on n'en est plus là. Pour un candidat à la présidence, comme je le dis, il doit parler des problèmes qui mobilisent les Ivoiriens. Il n'a pas parlé encore de la petite femme qui préparait pour lui là-bas, qui ne préparait pas, qui achetait les condiments. Moi, je crois que c'est un peu mesquin. Voilà, je pèse bien mes mots, c'est un peu mesquin de parler encore de ces choses-là, de ces petites choses-là. Et moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu de cette sortie-là par rapport à ces sujets-là qui n'avaient pas abordé. Il n'avait pas abordé. Je pense qu'il en a suffisamment parlé. Depuis qu'il est sorti des prisons, il a parlé de ce que sa petite femme a fait pour lui. Et au-delà de ça, je suis un peu déçu pour M. Blé Goudé. Oui. On en parle là justement, finalement, la relation et la suite de ce qui pourrait se passer entre les deux hommes. Mais justement, en 2 heures, le président du PPACI il faut le rappeler, a parlé aussi de la Côte d'Ivoire, évidemment, puisqu'il a parlé de 2025. Dr Bamba Sidiki, qu'est-ce que vous pensez justement de cette mobilisation? Il faut le rappeler, après les législatives, après les élections locales, c'est la première sortie. Tout à fait. Et elle était attendue. C'est normal, la voix de Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, opposant historique à Félix Houphouët-Boigny. En tout cas, son ethos préalable parle pour lui. Donc, on attendait le prétexte de la fête de la Renaissance pour entendre Laurent Gbagbo qui vient d'être en fait adoubé comme le candidat du PPACI. Le PPACI qui n'a jamais gouverné la Côte d'Ivoire en tant que parti politique, même si les caciques qui composent ce parti-là ont déjà gouverné. Mais historiquement parlant, l'entité PPACI, en tout cas, n'a pas encore gouverné la Côte d'Ivoire. Donc, on attend de ce parti-là des propositions pour pouvoir, en tout cas, mieux les écouter et pourquoi pas faire leur choix demain. Donc, Laurent Gbagbo sait que sa figure compte beaucoup. Et donc, pour mobiliser, il faut passer vraiment par lui. Il y a le contentieux des législatives. En tout cas, ils ont eu une portion congrue quand on prend sur l'ensemble de ce qu'on attendait d'eux. Mais à leur corps défendant, je crois qu'il n'était pas suffisamment implanté, en tout cas, pour pouvoir peser sur la politique en Côte d'Ivoire. Mais avec le temps, certainement, ils pourront le faire. Et surtout pour 2025, il faut déjà annoncer leurs couleurs. Il faudra que Laurent Gbagbo monte au créneau comme il est en train de faire. Évidemment, il aura de la déception pour certains qui attendent de l'ancien président qu'il fasse, en tout cas, de nouvelles propositions par rapport à ce qu'il a eu à faire hier. Pour ma part, la fête de Renaissance est un prétexte politique, ce qui est normal, pour permettre en tout cas à l'entité PPACI d'être encore visible et pourquoi pas de présenter les candidats et de faire de nouvelles propositions. Mais les meilleures propositions sont à venir dans la mesure où la politique, pour moi, 2025, c'est véritablement en 2025. Oui, Michel Betta. Oui, moi je note au regard de cette fête de la Renaissance que Laurent Gbagbo, on pourrait dire, is back. Parce que la mobilisation qu'on a pu observer est à la dimension de l'homme politique qu'il est. C'est-à-dire qu'après tant d'années passées hors du pays, après tant d'années loin, ben, on peut dire, de l'arène politique, Laurent Gbagbo
fait sa fête de la Renaissance et on voit tout ce monde qui est quitté de partout pour venir célébrer avec lui. C'est la preuve que Laurent Gbagbo compte dans ce pays-là. Et il a dit à ses partisans, allez faire en sorte que je sois éligible dans son discours, puisque mon ami Thiéfé, Ambroise, lui, n'a retenu que c'est Bisbille avec Blé Goudé. Bon, c'est dommage, mais je pense qu'il y avait d'autres choses à retenir. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Laurent Gbagbo dit à ses partisans, on m'a sommé, on a dit que je suis inéligible, allez faire en sorte que je sois éligible. Il a demandé, allez demander une amnistie pour moi. Bon, moi, je pense que Laurent Gbagbo se projette déjà pour 2025. 2025, où il veut être parmi ceux qui vont compétir. Et moi, je crois que nous gagnerons à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'exclusion en 2025. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on oublie. Notre pays, il a connu tous ces drames que nous avons vécus du fait d'une exclusion. Au point qu'on a parlé d'un petit juge de Diboko. Parce qu'il y avait une question d'éligibilité, d'inéligibilité. Donc, vraiment, il faut qu'on sorte de ces schémas-là pour permettre à tout compétiteur, quelle que soit sa nature, de pouvoir compétir afin que les Ivoiriens puissent en juger. Moi, il faut faire preuve d'auteur d'esprit. Il ne faudrait pas laisser cette atmosphère d'inéligibilité de Laurent Gbagbo pourrir le climat politique. Je crois que j'en appelle vraiment à notre sens de la maturité. Parce que je pense que ça nous a manqué souvent lorsqu'on analyse la vie politique de la Côte d'Ivoire. Au point qu'on est sorti de là depuis 2010, mais il ne faudrait pas qu'on y retombe. Voilà, c'est mon point. Lansana Bakayoko. D'abord, moi, je suis content de ce meeting du président Laurent Gbagbo qui démontre de la liberté de mouvement, la liberté d'action et qui démontre aussi la vitalité démocratique de la Côte d'Ivoire. Mais j'ai quand même quelques petits regrets. J'ai eu l'impression que Laurent Gbagbo n'a pas encore fait le deuil de 2010 parce qu'il semble qu'il a quelques réminiscences de cette époque, de cette parenthèse douloureuse de la Côte d'Ivoire. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Je l'ai vu ressasser tous les sujets de crispation comme s'il avait envie de les utiliser comme éléments de mobilisation pour les batailles politiques à venir. Je pense qu'il aurait pu faire autrement. Maintenant, sur les aspects factuels, je n'ai peut-être pas les mêmes lunettes que Beta, je n'ai pas vu la mobilisation exceptionnelle dont Laurent Gbagbo nous a habitués. Je sens qu'il y a une baisse d'aura, et cette baisse d'aura est manifeste. Maintenant, moi, je fais de l'économie, donc il y a beaucoup de questions. La question, je sens que le discours de Laurent Gbagbo, notamment sur le franc CFA, par exemple, il faut faire attention parce qu'en 2010, c'est lui qui vantait les mérites du franc CFA. Il demandait même que le franc CFA soit élargi aux autres pays et que c'était une excellente monnaie. Et aujourd'hui, hier, je l'ai entendu, pour être respectueux, dire des choses pas très bien contre le franc CFA. Je pense que ce type de duplicité-là, c'est ça qui décrédibilise la vie politique, et notamment en Côte d'Ivoire. L'autre sujet aussi qui m'a gêné, c'est son rapport avec le président Charles Blé Goudé, le président du COJEP, qui n'a pas voulu nommer directement, mais qui l'a présenté comme un jeune homme qui est en conflit avec la vérité. Il a dit, il y a quelqu'un qui a dit, cette rhétorique-là, il y a quelqu'un qui a dit que c'est lui qui cuisinait pour moi, mais ce n'est pas vrai. C'est Jérémie Katanga qui le faisait, et puis bon, c'est un peu plus tard que lui il est venu. Et donc, ça aussi, c'est des choses qui contribuent à ne pas rendre la noblesse de la politique en Côte d'Ivoire. Et donc, je pense que Laurent Gbagbo aurait pu faire mieux. Sur la question du cacao, par exemple, et c'est un peu détaché aussi un peu de la vérité des faits, puisqu'il a dit que le cacao, dans les autres pays, à 5 000 francs au Cameroun et à 3 000 francs au Ghana. Ça, c'est un peu en décalage avec les faits, avec le factuel, puisque le cacao, c'est à 950 francs au Ghana, qui est passé depuis quelques heures même à 1 500 francs. Et donc, je pense que tout ça, c'est pas fait pour arranger en tout cas pour donner un meilleur visage à la politique. On pourrait faire mieux. Pour le reste,
Laurent Gbagbo est dans son rôle, il veut être candidat, moi je pense que c'est son droit, mais il faut que l'état des droits soit respecté aussi. Attendons que l'état des droits soit respecté, il introduira sa candidature, elle pourrait être acceptée ou refusée, mais force doit rester à l'état des droits. Il faut sortir des situations conjoncturelles, il faut sortir des situations d'exception et des situations de faveur. L'état des droits ne s'accommode pas avec les faveurs, avec les situations, les passe-droits économiques, mais les passe-droits politiques. Et ça, ce qu'il demande là, Béké, c'est comme si... c'est comme s'il voulait qu'on mette l'état des droits entre parenthèses pour qu'on soit dans la jungle. Ça, je pense que ce n'est pas bon pour notre pays et il faut la Côte d'Ivoire mérite un peu plus, un peu mieux que ça. On avait parlé de cette relation, de ces rapports avec Charles Blé Goudé. Est-ce qu'on peut dire que désormais, c'est su, c'est connu, cette nature des rapports avec c'est la rupture. Son ancien? On peut le dire, c'est la rupture. C'est la rupture parce que la manière dont il a désigné hier, c'était d'un tel mépris qu'on se demande s'il parlait vraiment de la même personne. Parce que, voyez-vous, quelqu'un qui, pour vous, et s'est battu comme l'a fait Blé Goudé en 2010, depuis son accession au pouvoir jusqu'à sa chute, et parler de lui de cette manière. Mais on est tous contemporains de cette histoire-là, donc il ne peut pas nous faire avaler tout ça. Parler de ce monsieur dont vous parlez, à aucun moment, il n'a cité le nom de Blé Goudé. À aucun moment, alors que tout le monde savait qu'il parlait de lui. Voyez-vous, c'est des choses qui ne sont pas très acceptables. Et quand on est à ce niveau de responsabilité-là, je crois qu'il y a des choses dont on doit faire l'économie pour garder son honorabilité, sa respectabilité. Ça joue contre lui. Je pense que, comme on l'a dit, quelqu'un quand tu insultes quelqu'un, tu t'insultes mieux, plus que tu n'insultes celui que tu insultes. Parce que ça monte au niveau d'éducation. Donc, je crois que M. Laurent Gbagbo n'avait pas à traiter Blé Goudé comme il l'a fait, pour ce que Blé Goudé a eu à faire pour lui dans ce pays. Il aurait pu quand même dire les choses autrement. Il y avait moyen de dire les choses autrement, même si on sentait qu'il y avait une rupture, mais pour ce que le monsieur a représenté pour lui, dans une autre vie, il aurait pu dire les choses autrement, avec moins de mépris, je pense. Il me souvient, Dr Bamba, on avait parlé de la suite à donner à cette relation depuis le retour de Laurent Gbagbo et Blé Goudé en Côte d'Ivoire. On en sait maintenant un peu plus après cette sortie à Beauville. Oui, on peut dire qu'on en sait plus, mais moi, je porte encore des gants parce que je dis l'histoire continue de s'écrire. Voilà, vous savez, nous sommes dans le champ politique, tout est possible. Voilà, on a vu dans ce pays des grandes querelles et des grandes oppositions qui se sont soldées à l'orée des élections. Les gens sont dans la grande fratrie et dans la grande camaraderie. Ce sont des hommes politiques. Ils se lancent des pics. Donc aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo lance des pics à M. Blé Goudé. Voilà, ça paraît être des querelles internes à régler, mais on sait qu'il y a beaucoup de choses à faire du côté de Laurent Gbagbo et tous ceux avec qui, hier, ils s'entendaient. Ce n'est pas seulement Blé Goudé, il y a Finguessan, il y a Mme Laurent Gbagbo elle-même, tu et tout. Donc là-bas, moi, je considère ça comme des querelles internes. Au niveau national, on peut, en tout cas pour ceux qui sont toujours à la recherche des petites phrases par-ci, par-là, ils peuvent s'en accommoder. Mais nous, l'essentiel, c'est que qu'est-ce que M. Laurent Gbagbo et son parti politique nouveau sont capables d'apporter à la Côte d'Ivoire en allant à l'élection de 2025. Donc M. Blé Goudé, lui aussi, a posé des actes. Il a dû faire des choix. Quand il est venu, il a fait aussi des sorties malencontreuses. Je crois que tout ceci a participé à crisper, en tout cas, les liens entre les deux personnes. Mais pour ce que je sais de la politique et pour ce que la politique m'a en tout cas montré en Côte d'Ivoire, je sais que tôt ou tard, il aura les pardons qu'il faut et M. Laurent Gbagbo et Blé Goudé s'embrasseront et se retrouveront. Bétham, Michel. Mon confrère Bakayoko disait que je souhaite qu'on mette le droit de parenthèse. Non, je ne crois pas qu'il faille mettre le droit de parenthèse, mais plutôt il faut mieux apprécier les réalités de notre société ivoirienne. Aujourd'hui, pensez-vous qu'une élection pour laquelle Laurent Gbagbo soit exclu, elle aura toute sa crédibilité avec tout ce que Laurent Gbagbo représente aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Bon, moi, je ne crois pas. Moi, c'est mon point de vue et je ne crois pas. Maintenant, pour en revenir à ces rapports avec Blé Goudé, pour moi, ça ne m'étonne pas. Quand je regarde un peu les rapports entre Soro et puis Ouattara, je regarde tous, comme on dit, leurs bons petits. Leurs bons petits, à un moment donné, avec leurs bons petits, ils sont en disgrâce, ça se voit. Blé Goudé a dit, quand il a fini son congrès, Laurent Gbagbo m'a passé un message, je préfère le garder pour moi-même. Et il n'a pas fait de commentaire. C'est vous dire que
c'est tellement que ce que Laurent Gbagbo a pu dire dans son discours, ben, je pense que ces personnes-là déjà partagent, s'il y avait une quelconque inimitié entre eux, ils partagent déjà ça et ils savent se rencontrer, ils savent se parler. Et je pense qu'au moment venu, ils se parleront et ils trouveront la ligne qu'il faut pour eux-mêmes. Hein, On parle du fait qu'ils se sont passés hier. Non, hein, s'il te plaît, voilà. Je finis et tu prends la parole. Donc, pour dire que pour moi, ce n'est pas quelque chose de remarquable. Parce que, à la vérité, c'est des personnes qui ont appris à se battre, hein, et à se remettre ensemble. Ils ont appris à se remettre ensemble. Donc, ils vont se remettre ensemble quand le moment viendra. Et pour l'instant, Laurent Gbagbo est dans une dynamique de faire en sorte que sa candidature soit acceptée. Parce que l'ensemble de son discours, lorsqu'il a parlé pendant les 2 heures, c'est sur son éligibilité et l'amnistie qu'il souhaite qu'il soit prise pour qu'il soit candidat. Laurent Gbagbo veut revenir en tant que candidat et certainement vouloir gagner les élections. Donc, il n'est pas en train de se chercher des ennemis, mais je pense qu'au moment opportun, il sera rassemblé. L'enseignant voulait réagir pour terminer sur le sujet. Moi, c'est le timing. Parce que Laurent Gbagbo, ses amis l'ont désigné. Nous avons trouvé que cette désignation était relativement précoce, mais on nous a répondu qu'il ne reste plus que 18 mois pour atteindre les élections et qu'il fallait faire vite. Et donc je pense que Laurent Gbagbo étant une personnalité de gauche, il devrait, et peut-être on va dire le leader de la France gauchère de la Côte d'Ivoire, il devrait aujourd'hui être dans une posture de rassemblement de cette gauche-là. Mais avec ce discours, ça va mettre du temps à recoller les morceaux parce que ça fait perdre le temps à la gauche. Or, moi, je souhaite que cette gauche-là soit une alternative crédible aux libéraux qui sont aujourd'hui au pouvoir. Parce que il ne faut pas croire qu'ils vont rester éternellement au pouvoir. À un moment donné, il va falloir qu'ils partent, mais il faut qu'il ait une alternative crédible. C'est pour ça que Laurent Gbagbo doit rassembler à gauche, il doit rassembler de son côté. Or, ce discours d'hier-là, ce discours qui a été fait à Agboville, n'est pas de nature à mettre les morceaux ensemble. Parce qu'on va passer, Blé Goudé et ses hommes vont passer au décryptage de ce discours. Ça va mettre du temps. Et recoller les morceaux, il ne reste plus que 18 mois à partir de maintenant. Et ça, il aurait pu faire l'économie de cette perte de temps-là. Je pense que, vous voyez que même, je vais faire un peu de digression, il y a un peu de rapprochement peut-être entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara aujourd'hui, mais il devrait normalement, en principe, avoir un rapprochement entre Blé Goudé et on peut dire aussi un rapprochement entre Soro et Gbagbo, puisque Soro lui a offert un bélier là-bas. Entre Laurent Gbagbo et Blé Goudé. Je ne comprends pas que Blé Goudé ouvre son salon à Kamagaté Souleymane, vice-président de l'ex-GPS. Laurent Gbagbo. Oui, Laurent Gbagbo. Oui, qu'il ouvre ses portes, qu'il déroule le tapis rouge à celui-là qui faisait partie de son opposition armée et qu'il ferme la porte à celui qui était une sorte de bouclier contre ceux-là. Et ça, je trouve ça illogique et ça enlève, je le répète, toute la noblesse à la politique. Et ça, c'est pour ça que les taux de participation baissent. Quand les populations voient ça, ils n'ont pas de lisibilité. Il n'y a pas de clarté dans la gouvernance politique en Côte d'Ivoire. Et ça contribue à discréditer le système politique qui est en place et ce n'est pas fait pour le renforcement de la démocratie de notre pays. Et ça, il va falloir que nous l'admettons ensemble pour qu'on ait quelque chose d'un peu plus potable que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alors, messieurs, admettons aussi qu'on aille voir au Togo. Surtout, c'est la même question politique. La réforme qui fait des vagues, le régime parlementaire adopté doit être réexaminé par l'Assemblée nationale. Comment comprendre ce changement constitutionnel, des enjeux avec Devi Soyo, et on se retrouve. Le projet de rélecture de la Constitution au Togo suscite de vives tensions sociopolitiques. Pour rappel, le nouveau texte instaure un régime parlementaire. La société civile et l'opposition dénoncent une manœuvre du président Faure Gnassingbé au pouvoir depuis 2005. La colère gagne du terrain après le report des élections législatives et régionales initialement prévues le 20 avril prochain. Formations politiques de l'opposition et société civile appellent à manifester. Pour les spécialistes, cette annonce de l'exécutif togolais était prévisible pour la mise en œuvre du nouveau régime. Le nouveau texte permettra au Togo de passer du suffrage direct au suffrage indirect pour une mandature de 6 ans. Les évêques invitent le président Faure Gnassingbé à succéder à la promulgation de cette nouvelle constitution.
Il les exhorte également à engager un dialogue politique inclusif après les résultats des prochaines élections locales. En attendant, l'opposition travaille à freiner l'exécutif. Elle compte sur la communauté internationale pour exercer une pression sur le pouvoir en place et obtenir des changements. Alors, messieurs, on va faire juste un tour de table sur la question, ce changement constitutionnel. En commençant par vous, Ambroise Tietier, comment vous comprenez cette décision de l'exécutif? Je ne comprends pas. Franchement, pour ce qui me concerne, je ne comprends pas à quoi ça obéit dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, je pense que M. Faure veut là, se ménager une autre porte de sortie. Parce que, je m'explique, le régime parlementaire qu'il entend mettre en place va désigner certainement un président du Conseil des ministres et un président de la République. Et le président de la République ne pourra pas gouverner. Et ne pourra pas gouverner, il va régner seulement comme, on le disait dans le temps, comme la reine d'Angleterre, comme Élisabeth II dans le temps. Et le vrai président, ce sera le président du Conseil. Donc je vois mal M. Faure être président de la République dans ce schéma-là. Donc il va encore être le président du Conseil des ministres, et alors qu'il est au pouvoir depuis 2005. Depuis 2005, il a déjà fait près de... Il est dans son 4e mandat. Il est dans son 4e mandat. Et il y a eu une nouvelle constitution en 2019. En 2019, il va vers un deuxième mandat de la quelle République. Et lui-même, il se perd certainement dans les calculs. Donc, il veut se ménager une porte de sortie, comme je l'ai dit. Maintenant, en tant que président du Conseil, il sera le représentant de la majorité. Et comme son parti, l'Union pour la République, est ultra-majoritaire, il va encore conserver le pouvoir. Donc, il est là dans un jeu. Je crois qu'il est le maître des horloges, comme on dit, mais il est aussi le maître tout-puissant du Togo. Et il en fait à sa guise. Quasiment, on est dans une dynastie qui ne veut pas passer la main. Et c'est dommage. C'est dommage, c'est comme ça moi j'analyse les choses. Et la seconde lecture qu'il demande, c'est parce qu'il est acculé. L'opposition et la société civile a soulevé une vraie bronca contre ce changement de régime qui au reste, ne s'explique pas. Et eux aussi, ils sont dans cette logique, ils ne comprennent pas à quoi ça obéit. Le Congo a d'autres problèmes et le Togo a d'autres problèmes. Pas un problème de régime. Donc, je crois qu'il est en train de faire diversion et je crois que la société civile a compris, l'opposition aussi, et je pense qu'ils ne vont pas se laisser faire. On va vers là une vraie crispation de la vie politique au Togo. Alors, Dr Bamba, qu'est-ce qu'il faut attendre de cette relecture? Est-ce que c'est pour prendre en compte les observations de l'opposition et de la société civile, à votre avis? Je ne crois pas trop, hein, parce que moi, pour les lectures que je fais des situations de certains pays comme le Togo, il est très très difficile en tout cas que le pouvoir change comme cela. Voilà, j'aime bien la comparaison avec le Gabon, ce n'est pas moi qui ai fait cette comparaison, c'est un chercheur français, Comité Labor, qui a fait cette comparaison entre Bongo et Yadema père, et il a trouvé qu'ils avaient le même cheminement, ils sont tous deux arrivés en 1967. Ils ont gouverné et quand ils sont partis, ce sont leurs enfants qui ont pris le pouvoir. La même chose se passe aujourd'hui au Togo. Je crois que ce qui joue contre Faure et Yadema, c'est sa longévité accolée à la longévité de son père. Donc, quel que soit ce qu'il dira, qu'il mette de l'eau dans son verre et que même il y ait changement de constitution, je ne pense pas que ça puisse résoudre le problème. Dans la mesure où cette présence dynastique-là est ce qui est devenu véritablement gênant pour les Togolais. Donc, quoi qu'il fasse et quoi qu'il propose, ce qui ferait plaisir, en tout cas, à l'ensemble des gens, je crois que ce sont des pas purs et simples pour voir enfin arriver quelqu'un d'autre, une autre famille, en tout cas, une autre tête à la tête du Togo. C'est ce que moi je pense. Beta Michel, l'opposition estime que c'est pour rester encore au pouvoir. C'est votre avis? Moi, j'estime que le président togolais, comme on dit chez nous, il tape son propre tata, puis lui-même, il danse. Voilà quelqu'un qui décide de faire réviser la Constitution. Il amène en lecture aux députés dont le mandat même est arrivé à expiration. Et ces personnes-là produisent une constitution. Sous quel prétexte il leur ramène ça encore? Au regard de ce que la rue, la société civile s'est levée. Personne en dehors de lui-même est impliqué et de son camp est impliqué dans cette constitution-là. Il n'a consulté ni le peuple. C'est à quoi qu'il est dans une bulle et il veut gouverner le Togo au sortir de cette bulle. Moi, j'ai lu la Constitution. Dans son fondement, elle est bien.
Je l'ai dit sur d'autres plateaux. Mais le timing avec lequel cette constitution-là s'est faite là, c'est gênant. C'est gênant en ce sens que le président togolais, le président arrivait à la fin de son mandat en 2025. Les députés eux-mêmes, ils ont fini leur mandat. Donc, ils attendent d'être... Depuis décembre. Hein. Ils ont fini depuis décembre. L'élection a été... L'élection pour le changement de l'Assemblée, le renouvellement de l'Assemblée, a été reporté déjà 2 fois. Il vient d'être reporté une 3e fois. Donc, c'est à croire que... Bon, je ne sais pas quelles sont ses motivations. Je ne sais pas par quoi il est guidé, mais il donne l'impression maintenant d'être dans une bulle. Il ne regarde plus le peuple togolais. Il navigue à vue pour lui seul et pour son camp. Et ça, je crains fort que ça ne puisse en faire surgir une crise qui sera difficilement maîtrisable. Parce que n'oubliez pas, même le Conseil des évêques s'est levé. Aujourd'hui, les seuls soutiens de Faure, c'est les députés de son parti et les ministres. Au niveau de la société civile, je n'ai entendu personne même apporter un quelconque soutien à Faure. Alors que ce n'est pas les soutiens qui manquent à un président en exercice. Lansini Bakayoko, votre lecture de la situation? Alors, Kolo Koulibaly, tu as demandé quelles sont les motivations de Faure. Mais Faure veut rester le plus fort du Togo. Mais pour ceux qui, en tout cas nous qui suivons la vie politique au Togo au quotidien, ce n'est pas une nouveauté. Tout a été fait sur mesure avec Faure Gnassingbé. Souvenez-vous, en 2005, quand son papa décède, Faure Gnassingbé se met au pouvoir. Il se met au pouvoir avec l'appui des généraux comme Zakari Nandja, le général Zakari Nandja, qui était chef d'état-major à l'époque. C'est celui-là, avec son appui, qu'il prend le pouvoir. Malheureusement, ça n'avait pas été accepté par la communauté internationale, dont la figure de proue était le président Alpha Oumar Konaré, qui n'avait pas accepté cette dévolution du pouvoir. Et souvenez-vous qu'il avait maintenu le dauphin constitutionnel qui s'appelait Farambare Nachaba, qui devait prendre le pouvoir, qui était en voyage hors du pays. Il avait fermé les frontières pour empêcher celui-ci de rentrer. Son avion a atterri à Cotonou, juste à côté, mais qui n'avait pas pu rentrer au Togo. Et il y a eu des réformes constitutionnelles, il était ministre de la Défense, il y a eu des réformes constitutionnelles pour qu'il devienne la même nuit président de l'Assemblée nationale, et la même nuit, il était automatiquement devenu le dauphin constitutionnel pour se mettre au pouvoir. Ça n'avait pas marché. Mais ça avait continué les choses sur mesure. Parce qu'on avait mis un président factice qui s'appelait Abbas Bonfo, qui avait organisé une élection juste pour que Faure soit président. Et Faure est devenu président. Et ça a toujours été comme ça. Et au Togo, les choses marchent toujours de la même manière. Soit par la corruption, soit par la violence. Son père a gouverné de cette manière. Il a corrompu, souvenez-vous, Edem Kodjo, Maître Yaovi Agboibo, Léopold Ninenvi, qui étaient des opposants irréductibles, qui finalement sont rentrés dans son gouvernement, parfois ministre, parfois premier ministre. Et Faure a continué la même chose, avec l'appui de l'armée qui a majorité composé des hommes de chez lui, les hommes du Nord, les Kabyles. Et donc, Faure Gnassingbé est dans la même logique aujourd'hui. Et vous dites qu'il est isolé. Il n'est pas du tout isolé, puisqu'il a aujourd'hui son opposition est émasculée. L'opposition n'existe plus. L'opposant le plus réductible, Tipi Achadam, est en exil au Ghana. Son parti, le PNP, est dissous. Agboyome Kodjo n'a plus la capacité de faire face. Jean-Pierre Fabre, qui est un dissident de l'UFC de Gilles Christ Olympio, qui lui-même a négocié sa reddition, ne peut pas aujourd'hui prendre le pouvoir au Togo. Et Brigitte Adiamabo non plus n'a pas ce pouvoir. Jerry Tama, tous ceux-là sont aujourd'hui émasculés. Ils ne sont pas en capacité de prendre le pouvoir. Et si vous remarquez, cette opposition aujourd'hui ne compte que sur la communauté internationale. Or, si on compte sur la communauté internationale, je crains que Faure Gnassingbé ne continue de se perpétuer au Togolais par la force ou par la ruse. Alors, messieurs, on va regarder cette situation de près, puisque la relecture donc, va se faire. On va suivre cette situation au Togo, ce changement de la Constitution. Merci à Lansini Bakayoko, Ambroise Tietie, Dr Bamba Sidiki, Beta Michel. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite sur RTI1, le journal de 20h. Et on se dit à dimanche pour un autre numéro du Club de la Presse.